Mesdames et messieurs, bonjour. Aux premières heures du lundi 23 février 2015, les bars de Monrovia, la capitale du Libéria, retentissaient encore au bruit des vers et des notes de musique. La capitale libérienne profite ainsi de sa liberté retrouvée après plus de 6 mois de couvre-feu pour cause d'Ebola, l'épidémie de fièvre hémorragique la plus importante depuis l'identification du virus en 1976 en République démocratique du Congo a fait plus de 9500 morts dans les 3 pays d'Afrique occidentale les plus touchés que sont le Libéria, la Guinée et la Sierra Leone, selon les chiffres publiés par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Mais si au Libéria, la situation du virus semble sous contrôle, au dire des autorités en Sierra Leone et en Guinée, c'est encore le flou. L'arrêt de la circulation des hommes et des biens a durement touché l'économie de ces 3 pays. Mais aujourd'hui, après 6 mois de lutte et au regard de l'apparition sporadique également constatée dans certains pays ouest-africains comme le Nigeria et le Mali, la question que l'on se pose est de savoir si l'apparition et la propagation du virus Ebola n'appellent-elles pas à reconnaître la crise du système sanitaire africain après plus de 50 ans d'indépendance, la responsabilité des pouvoirs publics et des populations, de même que les conséquences de ce fléau sur les pays africains seront débattues du moins dans ce nouveau numéro de votre magazine Sika Infomag consacré à l'analyse de l'actualité africaine et mondiale. Mais avant de lancer le débat, je vous propose de suivre ici le flash d'information de ce jour. Fort Gnassingbé du Togo et Boniaï du Bénin étaient ce mardi à Niamey au Niger pour exprimer leur soutien à leurs homologues nigériens dans le cadre de la lutte contre Boko Haram. Pendant ce temps, le groupe terroriste continue de semer la mort. 27 personnes ont été tuées ce mardi dans 2 attentats visant des gares routières au Nigeria. Au Soudan, le parti du président Omar El-Béchir a tenu ce mardi son premier meeting à l'ouverture de la campagne pour les élections législatives et présidentielles du 13 avril. Les partis d'opposition ont appelé à boycotter le scrutin. Pendant ce temps, la police soudanaise dispersait des centaines de manifestants réunis à Khartoum pour les funérailles d'une militante. Et puis en Tunisie, le blogueur Yassine Ayari, jugé en appel pour atteinte à l'armée après avoir été condamné à 1 an de prison ferme par la justice militaire, doit être fixé sur son sort le 3 mars prochain. La Cour a annoncé ce mardi qu'elle rendrait son verdict la semaine prochaine et que le jeune homme resterait en détention provisoire. Nous sommes de retour sur le plateau de Sika Infomag. Notre débat du jour est consacré, comme je vous le disais, à la propagation du virus Ebola et aux conséquences de cette maladie sur la vie des populations. Mais avant de lancer les discussions, voici le générique qui annonce l'ouverture du débat. Pour débattre du sujet qui nous intéresse dans ce numéro de Sika Infomag, j'ai sur ce plateau 2 journalistes de Sika. Il s'agit de Joël Yetonji et Emmanuel Crépi. Bonjour. Bonjour. Alors ma première question s'adresse à vous, Joël Yetonji. Le vendredi 20 février dernier, la présidente du Libéria, Madame Ellen Johnson Sirleaf, a annoncé la levée du couvre-feu qui a duré 6 mois en raison de la propagation du virus Ebola. Pour les autorités libériennes, la situation du virus est sous contrôle. Alors, à votre avis, pensez-vous vraiment que la situation du virus Ebola est maîtrisée au Libéria? Maîtriser, ce serait peut-être trop dire, mais quand on s'en tient au communiqué qui a eu à précéder cette annonce, quand on s'en tient au dernier rapport de Médecins sans frontières et aussi de l'OMS, ce sont des rapports suffisamment élogieux. On n'est pas sorti définitivement d'affaires, mais il y a lieu de saluer le travail qui a été abattu, remarquer que vraiment du progrès, ces pays en ont enregistré. Et c'était déjà opportun de revoir les mesures de restriction qui ont été prises. Et ceci étant, la ministre de la Santé, ensuite la présidente libérienne, elle-même a précisé que les mesures d'urgence qui ont été annoncées, à savoir l'état de veille, qui a été annoncé, la sensibilisation sur le terrain, la sollicitation, le travail que font les masses médias doivent se poursuivre. Les leaders religieux qui ont été associés à ce combat dans les tout derniers mois, toute cette lutte devrait se poursuivre pour espérer vaincre définitivement du mal. Et c'est toujours à la lecture de ce rapport que les 3 pays durement touchés se sont réunis récemment et ont décidé. C'est vrai qu'on peut en rire, mais il faut lire à travers leur engagement la détermination de ces chefs d'État à venir définitivement à bout du mal. Ils sont suffisamment soutenus aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas au départ, et ont annoncé le 15 avril prochain comme deadline pour vaincre définitivement de l'épidémie
ce serait peut-être trop dit, mais c'est déjà ambitieux. Est-ce que ce n'est pas de l'utopie? Non, non, il faut... Pendant 6 mois, ils n'ont pas pu vaincre cette épidémie, ce n'est pas en quelques jours qu'ils vont y arriver. Aujourd'hui, il faut remarquer que du travail a été fait, du chemin a été parcouru. Parler en termes d'utopie, je pense que ce serait trop dit, décourager de nos ambitions. Parce que c'est ambitieux, ce qui a été dit. Du travail sera fait. On n'arrive pas à vaincre d'une épidémie du jour au lendemain, ça, tout le monde le sait. Mais pouvoir le dire, se lancer comme défi, le 15 avril, pouvoir venir à bout et définitivement de l'épidémie, il faut dire que c'est une prise de conscience collective et tout le monde doit travailler pour. À l'arrivée, on pourra faire le bilan et constater qu'il reste à faire. Mais déjà, c'est bon d'y penser, c'est bon de jeter l'idée, c'est bon d'amener tout le monde à comprendre que pour autant, ce n'est pas parce qu'on a demandé de revoir un peu les comportements qu'il faut se dire qu'on est définitivement venir à bout de l'épidémie. Alors, Emmanuel Crépy, est-ce que l'apparition et la propagation du virus Ebola sur le continent africain ne dénote-t-elle pas de la faiblesse du système sanitaire sur le continent africain? Est-ce que ce n'est pas une crise du système sanitaire africain? Vous l'avez dit, Joël, c'est effectivement une crise du système sanitaire africain, en ce sens que le système sanitaire africain s'est dégradé depuis quelques années, encore que les systèmes internationaux qui apportent de l'aide au système sanitaire africain se sont, pendant ces dernières années, tellement concentrés sur des maladies telles que le sida, la tuberculose et le paludisme, qu'ils n'ont pas pu voir venir d'autres types de maladies comme le virus Ebola. Le système sanitaire africain aujourd'hui, quand vous le prenez, c'est un système carent. Le personnel n'est pas formé comme il le faut. Il y a un manque d'infrastructures. Comment vous pouvez imaginer que dans des centres de santé aujourd'hui en Afrique, on puisse parler encore de manque d'eau? Nous sommes au 21e siècle quand même. Je l'ai dit tout à l'heure. Je trouve que l'épidémie d'Ebola, telle que ça a provoquer une telle déflagration sur le continent africain, si je peux m'exprimer en ces termes, est due à un désengagement aussi bien du système national qu'international. Parce que là, on ne conçoit pas, par exemple, que pour les budgets alloués au système sanitaire dans les pays africains, que cela représente des fois même moins de 5% du budget national de l'État. Certains pays quand même attribuent un gros budget aux questions de santé. Même les partenaires au développement, ce qu'ils apportent aujourd'hui aux pays africains dépasse de loin dans le domaine de la santé. Comment est-ce qu'on peut expliquer que malgré les milliards qui sont investis, on en est là aujourd'hui à gérer les problèmes de santé? Parce que le virus, le problème d'hygiène, parce que le virus d'Ebola, à vrai dire, est-ce que cela ne pose pas le problème d'hygiène, la problématique d'hygiène sur le continent africain? Justement, vous l'avez dit, c'est un problème d'hygiène. Mais vous l'avez dit aussi également, ces systèmes internationaux injectent beaucoup de milliards dans les problèmes de santé en Afrique. Mais aujourd'hui, la question qu'il faut se poser, ces sous qui sont injectés dans le système sanitaire africain, ou pas souvent ces sous, parce que n'oubliez pas, l'Afrique est un continent également sous le coup d'un fléau qu'on appelle la corruption aujourd'hui. Toujours est-il que quand vous prenez ces pays qui sont touchés par Ebola aujourd'hui, le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée. Prenez déjà le Libéria et la Sierra Leone, c'est des pays qui sortent de plusieurs années de guerre. Et aujourd'hui, on ne peut pas compter sur ces pays pour avoir un système de santé aussi bien enraciné pour aller contre un virus qui s'appelle Ebola. Mais quand on prend la Guinée, c'est aussi un pays qui a traversé plusieurs années d'instabilité politique. Et donc, je dirais que dans ces trois pays, les politiques, les pouvoirs en place n'ont pas nécessairement eu le temps de mettre en place un système sanitaire solide parce que, disons la vérité, Ebola, c'est pas la première fois que Ebola apparaît en Afrique. Ebola, c'est une affaire de 40 ans, une histoire de 40 ans entre l'Afrique et l'Ebola. Ebola est arrivé et est apparu pour la première fois en 1976 en République démocratique du Congo. Et de 1976 dans les années 2000-2012, Ebola, selon les chiffres de l'OMS, a fait moins de 1500 morts. Comment se fait-il que en 2014, uniquement en 2014, Ebola a fait plus de 9000 morts? Voilà des questions qu'il faut se poser. Alors, Joël Yitonji, l'autre question est de savoir, le virus Ebola pose aujourd'hui le problème de la salubrité et de sensibilisation aux règles élémentaires d'hygiène sur le continent africain. Alors, quelle est, selon vous, la part de responsabilité des pouvoirs publics dans cette crise du virus Ebola?
Cette part de responsabilité, elle est grande, elle est grande. Tout à l'heure, avant d'en arriver plus amplement sur cette question, Emmanuel s'étonnait de ce que la première apparition du virus n'a pas fait autant de ravages qu'à l'heure actuelle. Mais il y a un petit détail qu'il faut apporter, mais qui n'est pas négligeable. À savoir que c'est en zone forestière, en RDC, que le virus est apparu pour la première fois, zone enclavée. Aujourd'hui, nous avons eu l'apparition du virus en zone urbaine. Donc, il y a le problème de mobilité qui s'est posé. Et avec la mobilité, n'oublions pas, l'une des causes, il s'agit simplement de contacter la personne pas sûre et vous êtes vulnérable. C'est grand. Donc le risque est là. Mais ce n'est pas une excuse. Ça dénote de ce que ces pays africains n'ont jamais su travailler en synergie. Parce que c'est arrivé une fois, ça peut arriver. Et ça reste lié par rapport à votre question, à savoir qu'est-ce que nous faisons de la sensibilisation, qu'est-ce que nous faisons des soins élémentaires. Oui, cela s'explique simplement par le fait que, en dehors du dialogue, des discours politiques, la volonté politique n'est pas, elle, traduite en actes. Non, on ne peut pas comprendre que les pouvoirs publics comprennent que nous sommes des États vulnérables, géographiquement même parlant, qu'on est tous exposés et qu'on ne mette pas l'accent sur ces règles élémentaires et qui se résument à la question sanitaire. La question sanitaire ne semble pas être au premier loge. Et quand c'est comme ça, on est en permanence vulnérable. On investit le gros lot des sous ailleurs. La santé et l'éducation vont de pair. Mais aujourd'hui, le constat, quand on parle d'investissement même, ce que la plupart des pays africains éjettent, c'est insignifiant par rapport à une population qui va sans cesse croissante. Et quand on a une population comme ça, il faut accorder vraiment beaucoup plus d'attention à ce secteur. Et c'est ce qui manque. Voilà. Maintenant, alors, oui, est-ce qu'il faut continuer seulement par jeter la pierre aux autorités publiques? Quelle est la responsabilité des populations elles-mêmes? Mais j'ai dit que les deux sont liés. J'ai parlé tout à l'heure de la santé et de l'éducation. Mais quand vous avez une population qui ne sait pas qu'en le faisant, elle court de risque, quand vous avez une population qui est livrée à elle-même, c'est le problème de la plupart des pays africains. Allez-y voir ce qui se passe. Il a parlé tout à l'heure de l'eau. De l'eau, on ne peut pas comprendre qu'aujourd'hui en Afrique, en dehors de quelques pays sahéliens, il pleut abondamment, il y a de l'eau à côté, que les gens ne savent pas qu'on peut avoir de l'eau potable simplement en purifiant l'eau. C'est une aberration. Mais simplement parce que les gens ne sont pas informés, les gens ne sont pas éduqués dans ce sens. Et ça encore pose le problème des pouvoirs publics. Nous allons évoluer. Emmanuel Crépy, alors comment est-ce que vous expliquez la résistance rencontrée au sein de certaines populations au cours des missions de sensibilisation, notamment en Guinée, où des équipes de sensibilisateurs avaient été pourchassées et tuées par des villageois? Cette résistance, cela a quel sens? Il y a également question dans cette histoire d'Ebola de mentalité des zones. Parce que Joël l'a souligné tout à l'heure, on ne peut pas occulter tout de suite la zone géographique qui a été touchée par le virus Ebola. Il parlait tout à l'heure d'une zone forestière. Moi, je voudrais parler d'une zone où les traditions, les cultures n'ont pas vraiment aidé à contrôler cette maladie. C'est une zone dans laquelle les rites funéraires, où on doit laver les cadavres, les manières qu'ils ont d'enterrer. Bien sûr, mais il y a le culte des morts dans les pays africains. Justement, c'est cela qui explique un peu le nombre de morts qu'on a pu enregistrer en seulement une année, comparé au nombre de morts qu'il y a eu du côté de l'Afrique de l'Est, en Afrique centrale, en RDC, en 40 ans. Voyez-vous, donc il s'est posé, comme vous le dites, un problème d'hygiène. Donc il s'est posé également un problème de mentalité, comme on est en train de le souligner, parce que les zones qui sont le plus souvent touchées, ce sont des zones rurales, des populations en majorité analphabètes, des gens qui ont déjà entendu parler, des gens qui accusaient même le système sanitaire. Parce que vous êtes analphabète, que vous n'allez pas connaître les règles élémentaires d'hygiène quand même. Vous savez ce que c'est, Joël, dans les villages, dans les coins les plus reculés des pays africains où les gens n'ont pas eu accès à l'éducation et c'est une toute autre mentalité. Il faut les ramener sur le bon chemin. C'est pas toujours facile de leur faire voir la réalité. C'est pas toujours facile de les ramener sur la voie de la science. Voilà. Encore que ces populations accusaient les systèmes sanitaires d'avoir injecté Ebola au sein de la population. Nous allons revenir tout à l'heure donc aux conséquences du virus Ebola.
Ebola. Donc, dans ces pays africains qui ont été infectés en 6 mois, nous avons eu plus de 9500 morts d'après les dernières statistiques de l'Organisation mondiale pour la santé. Ce sera tout pour le premier quart de ce SICA Infomag. Je vous retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie. SICA Infomag se poursuit. Nous ouvrons à présent le deuxième quart consacré à l'économie. Voici le journal de l'économie. Ravi de vous retrouver, c'est l'heure du journal de l'économie sur SICA TV. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Ouagadougou se dotera bientôt de la plus puissante centrale électrique d'Afrique de l'Ouest. L'ouvrage devrait entrer en fonction en 2016. Casablanca s'apprête à accueillir le forum de la monnaie et du paiement électronique en Afrique francophone. Les assises se tiendront du 19 au 20 mars prochain. Enfin, nous irons à la découverte du nouveau billet de 20 €. Il sera mis en circulation le 25 novembre prochain. Et bienvenue dans le journal de l'économie que nous démarrons par le Burkina Faso. Ce pays s'active pour construire plusieurs centrales solaires afin de réduire son important déficit énergétique. Une première centrale d'une capacité de 33 MW, la plus puissante d'Afrique de l'Ouest, sera construite en banlieue de Ouagadougou pour un coût de 10,5 millions d'euros. L'infrastructure prévue pour entrer en fonction en 2016 sera cofinancée par l'Union européenne, la Banque européenne d'investissement et l'Agence française de développement. Une entreprise minière canadienne implantée au Burkina Faso bâtira de son côté une centrale de 20 MW, tandis qu'un site pouvant produire 1 MW est en cours de construction, financé par Taïwan, avec qui le Burkina Faso demeure l'un des rares pays africains à maintenir les relations diplomatiques. Une autre information dans ce journal, la Côte d'Ivoire a achevé dans la soirée de mardi la levée d'1 milliard de dollars sur les marchés internationaux sous la forme d'un eurobond d'une durée moyenne de 12 ans au taux de 6,625%. La demande des investisseurs a dépassé les 4 milliards de dollars. Cette incursion sur les marchés financiers internationaux est la deuxième réalisée par la Côte d'Ivoire en moins d'un an. En juillet 2014, le pays avait émis avec succès un eurobond de 750 millions de dollars, mobilisant 250 millions de dollars de plus que le montant prévu initialement. Nous passons à un autre élément en allant en Afrique du Sud à la rencontre des personnes qui habitent au pied de la centrale à charbon de Douva. Certaines y travaillent mais n'ont pas l'électricité. Alors pour pallier à cette situation, eh bien, ces personnes récupèrent chaque semaine du charbon gratuit pour s'électrifier. Les femmes âgées d'abord, les hommes ensuite. Chacun son tour. Les habitants de Massakane, dans le nord-est de l'Afrique du Sud, viennent chercher leur chargement hebdomadaire de charbon. 2 brouettes permettent à une famille de se chauffer et de cuisiner pendant une semaine. Chaque personne reçoit un ticket qui lui donne le droit à du charbon gratuit. Mais tous préféreraient avoir chez eux l'électricité produite à quelques centaines de mètres, à la centrale thermique de Douva. Quand je tousse, c'est noir, donc c'est le charbon. Je vais à l'hôpital parce que je tousse beaucoup, j'ai très mal à la poitrine. C'est incroyable. L'électricité est produite juste à côté, mais nous, on l'a pas chez nous. L'Afrique du Sud a été le premier pays électrifié du continent en 1881. Depuis la fin de l'apartheid, plus de 6 millions de foyers ont été équipés. Mais le réseau, mal entretenu, pas modernisé, sature en permanence et 15% des ménages n'ont toujours pas le courant. Dans ce lotissement informel, seuls les habitants les plus riches ont les moyens de se faire raccorder. Mais tous subissent la proximité avec la centrale à charbon. Nous voulons vraiment avoir l'électricité, nous en avons besoin. Nous avons des enfants qui vont à l'école, c'est très difficile de faire les devoirs à la bougie. Le pays dépend à près de 90% du charbon pour produire son électricité. En hiver, la saison sèche, la poussière de coke couvre le sol, les murs, les tables à l'intérieur.
Eskom, la compagnie nationale d'électricité, veut réduire les émissions polluantes à l'aide de nouvelles technologies propres, notamment dans les vieilles centrales. Mais le gouvernement n'a pas les fonds nécessaires pour l'instant. Le projet va coûter plus de 5 milliards d'euros. Ils nous ont donné la permission de retarder l'installation de certaines nouvelles technologies. Ils disent que ce sont des bonnes mesures, mais nous n'avons pas assez d'argent pour les mettre en place. Certains habitants de Massakane travaillent à la mine attenante à la centrale et portent alors des masques à gaz obligatoires. Mais de retour chez eux, l'électricité, c'est de la poussière dans les poumons et des lignes dans le ciel. Du 19 au 20 mars prochain se tiendra à Casablanca au Maroc le forum de la monnaie et du paiement électronique en Afrique francophone. Plus de 250 participants issus des banques d'Afrique subsaharienne, du Maghreb, du Moyen-Orient et des centres monétiques y sont attendus, de même que les institutions monétaires telles que l'UMOA et le groupement interbancaire monétique de l'Afrique centrale. Une trentaine d'intervenants de haut niveau, experts internationaux, professionnels de la monétique, directeurs de banques originaires d'Europe, des USA, du Maroc et d'Afrique francophone ont été conviés pour animer des panels, débattre et échanger leur expérience au cours de ce forum. De même, de grandes entreprises d'Europe et des États-Unis présenteront leurs innovations. La Banque centrale européenne a dévoilé mardi le nouveau billet de 20 € qui doit être mis en circulation le 25 novembre prochain. Il s'agit de la troisième coupure de la nouvelle série de billets baptisés Europe, billets censés rendre plus difficile la contrefaçon. À la date de ce lancement, l'Eurosystème aura imprimé plus de 4,3 milliards d'exemplaires du dit billet. Teinté de bleu et de beige, le nouveau billet de 20 €, à en croire la BCE, représente une avancée technologique dans le domaine de la fabrication des billets. Il comporte un nouveau signe de sécurité novateur, à savoir la fenêtre portrait située dans l'hologramme. Face à la lumière, ce nouveau système permet de rendre transparente la fenêtre placée en haut à droite de la coupure et d'y faire apparaître un portrait d'Europe, princesse de la mythologie grecque. Il s'agit d'une mesure de sécurité tout à fait nouvelle, car le billet de 20 € est la coupure la plus attaquée par les faussaires. En moyenne, on compte dans la zone euro 47 billets contrefaits par million de coupures. Comme pour les nouvelles coupures de 5 et de 10 €, le nouveau billet de 20 € sera doté d'un nombre couleur émeraude, avec effet lumineux et changement de teinte qui complétera le portrait en filigrane, visible par transparence. La BCE avait déjà lancé en mai 2013 le nouveau billet de 5 € et celui de 10 € en septembre dernier. Les autres coupures de 50, 100, 200 et 500 € de la série Europe seront également progressivement remplacées au cours des prochaines années. Le journal de l'économie se poursuit. Dans un instant, nous allons parler de la liquidité du marché boursier. Ce sera avec notre invité juste après ceci. Notre invitée donc, Madame Soléat Dourok-Bendou du cabinet FMIS basé à Cotonou, Bénin. Bonjour à vous. Bonjour madame. Ravi de vous retrouver encore ce matin. Ravi également. Comme je le disais tantôt, nous allons parler de la liquidité du marché boursier. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout à fait. La liquidité du marché boursier, c'est la fluidité avec laquelle les actifs sont échangés sur le marché boursier. Et donc, cette liquidité-là dépend de l'engouement que les investisseurs ont, de l'intérêt que les investisseurs portent aux actifs qui sont cotés sur ce marché. Il faut dire aussi que le principe même du marché, c'est-à-dire les gains que l'on gagne sur le marché, c'est en fonction, c'est-à-dire c'est l'écart entre la valeur à l'achat et la valeur à la vente qui détermine en réalité le bénéfice que vous avez lorsque vous faites des opérations sur le marché. C'est la différence entre les deux. Tout à fait. Et donc, on comprend que ce soit vraiment primordial qu'il y ait une liquidité au niveau de ces actifs-là. Et quand je parle de liquidité, c'est-à-dire, dès que vous désirez vendre des actions, il faudrait qu'il y ait un acheteur. Et dès que vous désirez acheter des actions, il faudrait qu'il y ait un vendeur. Et forcément, les investisseurs s'attardent sur cet élément-là. C'est devenu même aujourd'hui un critère stratégique d'investissement. Il faut aussi dire qu'il y a des marchés, c'est-à-dire l'organisation du marché aussi agit sur la liquidité du marché.
Nous avons les marchés de gré à gré, nous avons les marchés de bourse de valeur. Et si je prends l'exemple du marché d'euro-USD, par exemple, nous avons une très forte liquidité. Mais par contre, le marché de l'immobilier, nous avons une faible liquidité. Il faut aussi dire qu'il existe des risques liés à la liquidité. Nous avons le risque de liquidité déjà, c'est le potentiel de perdre de l'argent suite à une prise de position. Nous avons le risque normal. Le risque normal, c'est le risque, c'est-à-dire c'est la perte potentielle que l'on subit après avoir pris une position. Nous avons aussi le risque de crise, c'est-à-dire qu'il y a certains marchés qui sont connus pour être vraiment liquides, mais suite à une crise ou un événement économique marquant, les actifs ne s'écoulent plus comme d'habitude, comme cela se doit. Comment augmenter la liquidité des actifs d'une société? Pour augmenter la liquidité, tout d'abord pour augmenter la liquidité des actifs d'une société, il faudrait tenir compte des critères qui suscitent cette liquidité-là. La liquidité, d'abord, c'est la facilité à ce que vos actions soient échangées. Et pour cela, il faudrait que vos actions suscitent un intérêt. Il faudrait que les investisseurs aient confiance en votre société, que votre société ait une certaine notoriété, que votre société... Une certaine crédibilité. Voilà, tout à fait, que votre société incite les investisseurs à s'y intéresser. Et là, ce sont les premiers critères. Mais le second critère, il faudrait d'abord être coté en bourse parce que après tous les échanges se font sur le marché boursier et cela est plus rapide, cela est presque instantané avec l'Internet. Mais si vous ne cotez pas votre société sur le marché boursier et que vous désirez vendre vos actions tout juste, c'est-à-dire vous voulez le faire directement, cela sera un peu compliqué. Parce que l'avantage avec le marché boursier, c'est que ce n'est pas que les gens de votre pays, ce n'est pas que les gens de la sous-région, mais c'est le monde entier qui a accès à vos actions. Donc, ce sont là les principes pour pouvoir augmenter sa liquidité sur le marché boursier. Et pour conclure cet entretien sur la liquidité du marché boursier, Madame Soleat? Pour conclure cet entretien, je dirais donc que la liquidité des actifs, c'est vrai que c'est un critère vraiment primordial, mais il faudrait aussi s'intéresser aux différentes crises, parce qu'on a vu tout à l'heure que la crise aussi agit sur la liquidité des actifs. Il faudrait d'abord essayer de voir le secteur. C'est vrai que l'actif est fluide aujourd'hui, mais il faudrait voir les actualités économiques dans le secteur avant de foncer et de se positionner, d'acheter des actions dans ce domaine. Merci Madame Soleat. Nous allons aborder maintenant la troisième partie de ce journal de l'économie. Troisième partie de ce journal de l'économie, donc, pour aborder avec vous quelques places boursières. Tout à fait. Aujourd'hui, je vous propose le Tunindes. Nous avons nous sommes en Tunisie. Là, nous sommes en Tunisie. C'est l'indice phare de la place boursière de Tunisie. Donc, Tunindes, nous avons 5352,27 avec une variation de plus 0,12. Et il faut dire que cette performance positive est soutenue par une société Electrostar, plus 2,98%, qui évolue dans le secteur des biens de consommation cyclique. Nous avons aussi la société Essoukna, plus 2,91%, qui évolue dans le secteur des biens d'équipement. Passons à présent à l'Europe. L'Angleterre, FTSE 100 ou FTSE, l'indice phare de la place boursière de l'Angleterre, qui recule aujourd'hui de 0,16%, pénalisé par les valeurs liées à la chute du pétrole. Et nous avons 6937 aujourd'hui avec une variation de moins 0,18. Merci beaucoup Madame Soleat Douro-Pendo. Je rappelle que vous êtes analyste financier et vous venez du cabinet FMIS qui est basé à Cotonou, Bénin. Merci de nous avoir éclairé sur toutes ces questions. Merci également à vous, chers amis téléspectateurs, d'avoir suivi ce journal de l'économie. On se retrouve demain pour d'autres informations sur l'économie en Afrique et dans le reste du monde. Au revoir. Vous êtes toujours sur Sika TV, bienvenue sur la troisième partie de Sika Infomag, le magazine d'information consacré au décryptage de l'actualité dans le monde entier et sur le continent africain. Aujourd'hui, nous débattons du virus Ebola qui semble sous contrôle au Libéria. Pendant ce temps, le flou persiste en Guinée et en Sierra Leone où des régions entières du pays sont toujours en quarantaine. La suite du débat, ce sera juste après ce flash d'information. Faure Gnassingbé du Togo et Boni Yayi du Bénin étaient ce mardi à Niamey au Niger pour exprimer leur soutien à leurs homologues nigériens dans le cadre de la lutte contre Boko Haram. Pendant ce temps, le groupe terroriste continue de semer la mort. 27 personnes ont été tuées ce mardi dans 2 attentats visant des gares routières au Nigeria.
Au Soudan, le parti du président Omar El-Béchir a tenu ce mardi son premier meeting à l'ouverture de la campagne pour les élections législatives et présidentielles du 13 avril. Les partis d'opposition ont appelé à boycotter le scrutin. Pendant ce temps, la police soudanaise dispersait des centaines de manifestants réunis à Khartoum pour les funérailles d'une militante. Et puis en Tunisie, le blogueur Yassine Ayari, jugé en appel pour atteinte à l'armée après avoir été condamné à 1 an de prison ferme par la justice militaire, doit être fixé sur son sort le 3 mars prochain. La Cour a annoncé ce mardi qu'elle rendrait son verdict la semaine prochaine et que le jeune homme resterait en détention provisoire. La propagation et la difficile maîtrise du virus Ebola ne posent-elles pas une crise du système sanitaire africain? Cette interrogation est au cœur de notre débat de ce jour que nous allons relancer juste après ce générique. Nous sommes de retour sur le plateau de Sika Infomag avec Emmanuel Crépi et Joël Yetonji, des journalistes de Sika TV. Nous allons à présent aborder les conséquences de ce virus sur la vie de nos populations, les populations africaines. La première question s'adresse à vous, Emmanuel Crépi. À votre avis, quelles sont aujourd'hui les conséquences du virus Ebola sur le plan économique? Merci Joël. Sur le plan économique, les conséquences du virus sont énormes. Énorme en ce sens que on se rappelle qu'au temps fort de la déflagration, permettez-moi toujours le mot, de ce virus sur le continent africain, plus précisément en Afrique de l'Ouest, certains États ont opté pour la fermeture des frontières, ce qui a quelque peu freiné les échanges économiques entre certains pays de la sous-région. Au-delà de cela, il faut pas perdre de vue que la maladie s'est attaquée à des zones beaucoup plus rurales. Et quand on parle de zones rurales, on parle souvent de terre. Quand on parle de terre, on parle d'agriculture. Ce qui fait que dans beaucoup de pays, dans ces pays, je veux dire, qui ont été attaqués par le virus, la production agricole a énormément baissé et les récoltes n'ont pas donné ce que ça donnait, ça donnait dans les années antérieures, ce qui nécessairement a porté un coût inestimable à l'économie de ces pays, notamment la Guinée, la Sierra Leone et notons aussi le Libéria. Voilà. Alors, je vais revenir avec vous, Yetonji, sur cette responsabilité dont on parlait tout à l'heure, la responsabilité des populations, avant d'aller sur la conséquence sur le plan social. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que la population aussi a une part de responsabilité quand on a senti, quand on a constaté néanmoins qu'il y a eu des résistances sur le terrain, notamment en Guinée, où des équipes de sensibilisateurs avaient été prises à partie par les villageois? Oui et non, oui, parce qu'elle est infime, mais il s'agit quand même de gens qui sont venus à votre rescousse. Donc de ce point de vue, on ne peut pas comprendre la réaction des populations. Mais quand on prend du recul à apprécier très bien les faits, non, leur responsabilité, disais-je, est très infime. Pourquoi? Il y a le contexte sociologique que les autorités ne prennent pas souvent en compte. Voyez-vous, des populations qui ont passé des décennies à boire la même eau, qui sait à faire la cuisine, à faire la douche, a fait tous les besoins inimaginables et qui ne sont jamais tombés malades. Ils ont vu leurs parents grandir dans ces conditions. Eux, faire des enfants dans ces conditions. Un beau matin, on débarque chez eux, on dit, il y a Ebola chez vous, il faut vous mettre en quarantaine. Vous ne pouvez pas prendre tel repas. Mais c'est difficilement acceptable. Ce qu'il fallait faire en amont, c'est la sensibilisation. Et c'est là la responsabilité des autorités. On ne comprend pas. Non, ce n'est pas en débarquant déjà sur le terrain. Pour sensibiliser. Malheureusement, les gens sont descendus avec, comme vous l'avez vu, tout ce matériel citationnel qu'on n'a pas l'habitude de voir et qui fait peur. Et quelqu'un a commencé par dire, mais si on vous injecte ça, mais c'est Ebola, vous avez en même temps. C'est difficilement concevable. Il faut déjà mettre sur le terrain des gens que ces populations ont l'habitude de rencontrer, qu'ils connaissent, des hommes de confiance, pour faire en amont ce travail d'information et de sensibilisation. Il y a de nouvelles donnes. Désormais, voici comment on peut se comporter et si possible les déplacer. Vous les laissez dans les mêmes conditions. Vous avez parlé tout à l'heure d'assainissement. Les gens vivent dans le même environnement et vous venez leur parler de sensibilisation. C'est difficilement acceptable. Quoi qu'il faut dénoncer l'acte. Non, c'est ce travail qu'il faut toujours faire et qu'on ne le fait pas suffisamment. Aujourd'hui, il y en a qui continuent de déféquer à l'air libre pendant qu'il y a des latrines parce qu'on ne leur a pas justement pas fait comprendre tout le risque qu'ils courent en le faisant comme ça. Et stratégiquement,
en ne prenant pas la peine d'étudier l'emplacement idéal pour. C'est autant de travail qu'il faut faire. Et on ne comprend pas que les gouvernants constatent la chose et ne prennent pas les taureaux par les cornes. Emmanuel, vous voulez compléter quelque chose? Je voudrais appuyer un peu Joël dans son développement et dire ceci. On ne fait pas la sensibilisation de la même façon en temps de paix qu'en temps de conflit ou bien en temps de crise. Il faudrait que l'on modifie un peu la stratégie parce que les gens ont débarqué comme ils le faisaient déjà depuis toujours pour sensibiliser une population. Quel type de population? Parce qu'il faudrait déjà savoir quel type de population on a en face parce que on ne fait pas la sensibilisation comme on le fait au Bénin, c'est pas de la même façon qu'on le fera au Burkina, c'est pas de la même façon qu'on le fera en Côte d'Ivoire parce qu'il faut tenir compte de la mentalité, des réalités socio-culturelles de chaque ethnie, de chaque population. Maintenant, quand nous prenons ces populations que les gens voulaient sensibiliser, c'est des populations qui étaient déjà sous le coup de la peur. Des populations qui ont déjà vu leurs parents partir à l'hôpital et qui ne sont plus revenus. Des populations à qui on a donné espoir de sauver leurs parents, mais qui ont vu des médecins leur injecter des choses, mais ces parents qui ne sont plus revenus. Mais aujourd'hui, quand vous envoyez des hommes de la santé devant ces gens, ils les voient comme des criminels. C'est un peu comme ça. Donc, Joël l'a souligné, il fallait partie des gens qui vivaient avec ces populations, des gens qui étaient déjà des gens qui étaient vraiment intégrés dans ces populations. Il fallait toucher ces gens pour pouvoir toucher le cœur de ces populations, ce qui n'a pas été le cas. Oui, mais vous oubliez que des chefs de village de certaines de ces localités aussi avaient été pourchassés. Les concernés, on l'a bien précisé par la suite. C'est des gens qu'on disait avoir d'acquaintance avec le pouvoir. Alors, pour les populations, c'est vite fait. Avec un pouvoir qui n'a jamais porté assistance. Un chef qui ne respecte pas le pouvoir. Et quand c'est comme ça, vous venez, les gens vont mal vous accueillir. Alors, Joël Yetonji, on annonce aujourd'hui la reprise des activités dans certains pays comme le Libéria et en Guinée. Est-ce que vous pensez que les activités pourront réellement reprendre avec l'atmosphère de méfiance qu'il y a dans ces pays? C'est ça tout le danger. Vous avez parlé tout à l'heure des conséquences. Oui, les activités vont reprendre, mais timidement et difficilement. Là encore, malheureusement, que les autorités nous excusent, mais on n'a pas le choix. Quand vous êtes chef, ce n'est pas d'abord pour vous, ce n'est pas pour vous faire servir, c'est pour servir les autres. Malheureusement, ce à quoi on assiste... Il faut être bien servi avant de servir Malheureusement, il faut que les autorités commencent par comprendre qu'ils doivent servir leur population. Et tristement célèbre ces ministres qui ont fui, qui ont laissé le chef de gouvernement mener le combat tout seul. Ce n'est pas exemplaire. Ce n'est pas exemplaire. Oui. Le travail à faire maintenant, c'est le travail de sensibilisation et d'information. La bonne information est l'essentiel ici, c'est quoi? On a appris, d'après toujours le rapport de l'OMS et des médecins rompus à la tâche, qu'un malade d'Ebola qui a pu survivre est immunisé à vie. Et ça, on ne le dit pas suffisamment. Il faut relayer l'information. Donc, au lieu qu'on fuit le malade guéri d'Ebola, qu'on l'accepte et qu'on se dise qu'on est en sécurité avec. Donc voilà le travail qu'il faut faire et le faire à fond. Le travail de stigmatisation, elle est trop profonde. Aujourd'hui, on ne veut porter assistance à personne. Il y a des maisons, pour les informations qui nous parviennent, qui sont qualifiées de maisons hantées. Personne ne veut s'en approcher. Si on ne veut pas s'approcher de la maison, cela signifie que celui avec qui vous causez hier, avec qui vous mangez, aujourd'hui, vous prend en adversité. Et quand c'est comme ça, reprendre une activité, ça devient difficile. Je ne peux pas t'approcher, tout comme si tu as la lèpre. Alors, ne t'attends pas à me recevoir ou à me voir à tes côtés si tu es en train de vendre un article ou quoi que ce soit. Donc, c'est effectivement comme un pays désormais en guerre qui doit se réconcilier avec lui-même. Et c'est les autorités, une fois encore, qui ont une lourde responsabilité, mais aussi les masses médias. C'est maintenant le moment plus que jamais de se mettre à la tâche. Et ces artistes qu'on a vus hier, qui ont chanté Ebola, mesures préventives, c'est l'heure pour eux de se mettre une fois encore à la tâche, à la réconciliation, à la reprise des activités. Tout à fait, que s'ils ne le font pas, personne ne pourra les aider. À un moment donné, on s'est demandé si on est vraiment un village planétaire, parce qu'on n'a pas compris. Quand ça s'est passé, tout le monde a commencé par traîner les pas. Pourquoi? On avait deux choses d'Ebola, un, ça tue, deux, il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de vaccin plutôt. Et par rapport à ça, personne ne veut venir. Il faut saluer au passage Cuba, qui a fait preuve de témérité. Oui, et ça c'est extraordinaire. Dans une situation comme celle-là, on ne peut pas l'oublier. Nous allons évoluer. L'autre conséquence, Emmanuel Crépy, souvent oubliée, est l'impact de cette crise sur la jeunesse des pays concernés, la suspension des écoles pendant des mois. Est-ce que vous ne pensez pas que cette suspension a facilité la délinquance juvénile et les grossesses précoces?
La délinquance juvénile, grossesse précoce, c'est pas des trucs qui vont manquer parce qu'il y en a qui, à un moment donné, se sont vus brusquement renvoyés chez eux à la maison, qui ne voudront plus nécessairement reprendre les écoles. Mais au même moment, dans certains pays comme la Guinée, comme la Sierra Leone, il y a des mesures qui ont été prises par des ONG, des organisations de la société civile pour organiser des cours à la maison. C'est vrai que cela ne suffisait pas, mais c'est des mesures, des dispositions qui ont été prises pour vraiment pallier à ces difficultés-là. Mais toujours est-il que ces mesures qui ont été prises entre-temps vont laisser des séquelles au niveau de la jeunesse. Parce qu'il y en a qui ont commencé par faire des métiers, qui ont commencé par gagner de l'argent, qui ont eu le goût de l'argent, qui aujourd'hui ne vont nécessairement plus revenir à l'école. Mais l'autre s'installer dans la facilité. Dans une certaine facilité. Mais l'autre problème qui me tient à cœur aujourd'hui, Joël l'a souligné tout à l'heure, c'est la chance qui sera donnée aujourd'hui à ceux-là qui ont justement la chance de guérir d'Ebola. Qu'est-ce que ceux-là vont devenir? Est-ce que des mesures sont en train d'être mises en place aujourd'hui pour que ces personnes soient utilisées? Parce qu'on ne va jamais cesser de faire la communication, l'information autour de cette maladie. Je crois que la première guerre à mener contre Ebola, c'est la guerre de l'information, la guerre de la communication. C'est ce qui a surtout manqué parce que Ebola en elle-même n'était pas un tueur prolifique. C'était pas un tueur prolifique. La communication à outrance. La communication autour qui a manqué. Et là, je voudrais jeter encore une fois la pierre à nos gouvernements qui ont l'art de ne pas anticiper sur ces genres de problèmes. Ils ont l'art d'anticiper sur des combats politiques. Mais quand il s'agit de la population, des questions de développement, ils n'ont jamais l'art d'anticiper sur ces questions. Et le peuple en souffre. Nous allons aborder un autre aspect des conséquences. Nous allons aborder un autre aspect des conséquences. Au plan politique, quelles peuvent être, Joël Yetonji, les conséquences pour les Africains quand on sait qu'aux premières heures de l'apparition du virus, certains pays comme le Sénégal ont fermé leurs frontières, les pays occidentaux ont mis en place des barrières et des contrôles pour tous les passagers du moins en provenance des pays infectés. Quelles pourront être aujourd'hui les conséquences après, avec la reprise annoncée des activités? Oui, on a senti déjà trop tôt qu'il y a comme beaucoup de déceptions et un certain recul, un certain enfermement sur soi. Mais très rapidement, le problème qui se posait était plus fort que toutes ces questions. Je veux parler, par exemple, de la Guinée-Conakry avec le Sénégal, les démêlés auxquels on a failli assister. Je veux parler de tous ces pays africains par rapport à la communauté internationale qui ont carrément été déçus parce qu'on n'a pas compris toute cette lenteur observée. Mais trop tôt, le mal a été plutôt fédérateur. Le mal ne connaissait vraiment pas de frontières et tous ceux-ci ont compris qu'il fallait se mettre en place, il fallait se mettre plutôt ensemble et oublier très rapidement les problèmes qui se sont posés. Et chacun a fait son mea culpa pour ce que nous avons vu. Mais je dis une fois encore, c'est l'occasion pour chaque État de comprendre que on est roi et maître que chez soi. Il n'y a de salut que par soi. Il faut être son propre gendarme d'abord avant de penser aux autres parce qu'on n'a pas senti vraiment les États très solidaires, que ce soit en Afrique, que ce soit de par le monde. Donc il faut d'abord se jeter la pierre et à partir de cette crise, prendre comme ferme résolution d'investir suffisamment au niveau du système de santé. Mais très rapidement, je veux dire que contrairement à ce qu'on peut imaginer, par rapport aux statistiques, mais le virus a fait beaucoup plus du bien en ce qui concerne la délinquance juvénile, les grossesses non désirées. Les statistiques ont prouvé que plus que jamais l'épouse avait peur de son conjoint et les jeunes étaient obligés de rester taisés chez eux. C'est la période où jamais où les prostituées n'ont pas trouvé à faire. Les prostituées ont changé aussi d'activité. Bon, malheureusement, il y a plus de dégâts qu'on ne peut pas encourager la propagation du virus. Sinon, on allait choisir. Bon, vous voyez un peu ce que je veux dire. Aujourd'hui, on annonce le retrait donc des différents appuis qu'il y a eu des pays occidentaux. Est-ce que vous pensez que les pays africains sont suffisamment prêts pour faire face à une nouvelle apparition d'Ebola si cela arrivait? Est-ce que vous pensez que l'Afrique est prête? Bien sûr que non, bien sûr que non. Quand on voit le système sanitaire africain aujourd'hui, l'état dans lequel se trouve ce système sanitaire, aujourd'hui, je ne crois pas que ce soit le moment pour que c'est vrai que je ne suis pas au courant de ces annonces, mais si ça a été le cas, je ne crois pas que ce soit le moment de retirer les aides aux pays africains parce que encore que le virus Ebola continue, on n'en est pas encore à la fin. Il y a seulement que le taux de létalité de la maladie a diminué un peu, mais ce n'est
surtout pas le moment de baisser les bras. Il faut toujours continuer par sensibiliser. Il faut toujours continuer par aider ces pays africains et il faut toujours continuer par bâtir le système sanitaire africain. Et c'est pas demain la veille. Je prends cela donc comme votre mot de fin, Madame, Monsieur, ce sera tout pour Sika Info Mag de ce jour. Mais avant de partir, je vous invite à suivre ceci. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre premier numéro de Sika Info Mag, un magazine d'information consacré au décryptage de l'actualité politique et socio-économique en Afrique. En 3 quarts d'heure, nous vous proposons les analyses des spécialistes sur les grands faits qui meublent l'actualité sur le continent africain. Il faut dire que ce qui est à souligner et à saluer, c'est d'abord l'initiative. Elle est au-delà de tout salutaire. De mon point de vue, c'est un procès qui risque de durer très longtemps. Une banque ne peut pas faire face à ce financement. Donc c'est plus facile à cet état. Sika Info Mag, c'est du lundi au vendredi sur Sika TV. Un autre visage de l'actualité en continu sur le continent africain. Merci d'avoir été les nôtres. C'était Sika Info Mag, votre rendez-vous quotidien du décryptage de l'actualité sur Sika TV. Portez-vous bien. Demain est un autre jour.